Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et pour cette deuxième partie, m'a rejoint Maître Reti Hamouli. Vous êtes avocat, vous êtes le président de la CRID, Convention pour la République, les institutions et du développement durable. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et mes deux invités sont restés avec moi, Kerwin Maizo, analyste politique, et Gabriel Massoudi Benomari. Merci à vous d'être restés avec moi. Merci. Les évêques congolais peuvent-ils réussir là où Edem Kodjo, le médiateur de l'Union africaine, a échoué? Quel rôle pour l'épiscopat congolais et de quel poids jouit l'épiscopat congolais en RDC? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose ce sujet de la rédaction signé Idelette Mirabel Bissou. Dans un pays de 67,51 millions d'habitants en 2013, l'Église catholique, qui revendique parmi ses fidèles plus de 40% de la population, dispose d'une voix puissante. En République démocratique du Congo, l'Église fait figure d'actes politiques incontournables, comme en témoigne son rôle lors des nombreuses crises qu'a connues le pays depuis ces dernières décennies. Depuis le 8 décembre 2016, le dialogue dit de la dernière chance a débuté entre, d'une part, les signataires de l'accord du 17 octobre 2016 ayant accordé le poste de Premier ministre à un représentant de l'opposition, Sami Badibanga, et d'autre part, la grande partie des opposants ayant refusé de cautionner ce processus. Ce second dialogue, dit inclusif, relancé le 21 décembre, n'aurait pu avoir lieu sans les efforts de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, une structure rassemblant la hiérarchie de l'Église catholique. Ainsi, la Senko témoigne d'une vitalité et d'un engagement politique sans relâche, puisant ses sources dans une volonté constante de prévenir les violences pour une sortie de crise dans une société congolaise profondément divisée. Si la Senko réalise que les acteurs politiques n'arrivent pas à faire des concessions pour une gestion consensuelle de la période transitoire, elle en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Au nom de la mission prophétique de l'Église, elle ne pouvait se contenter d'être un accompagnateur passif et indifférent du sort de la population. Nous sommes convaincus que si tout le monde est de bonne volonté, nous réglerons rapidement des questions restées en suspens dans les commissions élections et gouvernance. Selon certains analystes, il serait outrancier de confiner le rôle de l'Église à celui d'un médiateur uniquement capable de réunir à la même table des forces politiques que tout semble opposer. L'Église catholique de RDC, représentée par ses évêques organisés au sein de la Senko, s'est en effet ponctuellement illustrée par ses prises de position politiques à travers des plaidoyers en faveur du respect des institutions politiques et de la Constitution. Tandis qu'une opposition toujours plus vaste boude le dialogue, la Senko intensifie ses efforts pour que le pouvoir libère les prisonniers politiques et autorise la réouverture des médias fermés. Des mesures qui s'inscrivent dans une dynamique plus large de décrispation politique. Ces divergences, c'est notamment le rôle que doit jouer le président de la République pendant la période de transition. Il faudrait aussi arriver à revoir un peu la composition de la Commission électorale nationale indépendante, la nomination du nouveau de la nouvelle équipe gouvernementale. Cela a entraîné un peu de mouvements de soulèvement à Kinshasa, à Lubumbashi, et même aussi dans la partie est, dans la partie ouest du pays, notamment à Matadi et à Boma. L'enjeu de ce nouveau dialogue va bien au-delà d'une simple réconciliation entre acteurs politiques que tout oppose. Les manifestations de Kinshasa en janvier 2015 avaient déjà montré combien les frustrations et les attentes des citoyens pouvaient s'avérer dangereuses pour le pouvoir. Cette médiation des évêques catholiques a un triple objectif, déterminer le modèle de gouvernance des institutions pendant la période après le 19 décembre 2016, traiter des questions relatives au processus électoral et soutenir le processus de décrispation politique. Avec la Senko, l'on peut espérer une sortie de crise en RDC. L'accord politique entre le pouvoir et l'opposition pourrait intervenir entre Noël et le Nouvel An 2017. Pourtant, les ecclésiastes avaient annoncé la signature imminente de cet accord de sortie de crise au plus tard ce 25 décembre 2016. Maître Reti, l'absence d'intérêt politique intrinsèque pour l'épiscopat congolais le rendrait plus fiable que tout autre médiateur?
L'absence d'intérêt politique. Politique intrinsèque, l'absence d'enjeu politique, sa neutralité politique, si vous voulez. Ben non, je ne pense pas que l'épiscopat ait été neutre dans la vie politique du Congo. Depuis toujours, l'épiscopat a fait le choix, quelquefois, de rentrer dans la résistance. Et ce n'est qu'à partir du moment où il rentrait dans la résistance qu'il devenait, à partir de ce moment-là, beaucoup plus menaçant et beaucoup plus efficace. Je retiens ici d'ailleurs que c'est à peu près en sourdine ce qu'ils veulent dire. Ils mettent tout le monde devant ses responsabilités, autrement, eux, ils rentreraient dans leur mission prophétique. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que si les politiques ne jouent pas leur rôle, ils vont faire descendre les gens dans la rue. Ça, c'est pratiquement une action de résistance qui n'est pas forcément une action de neutralité politique. Néanmoins, bon, ils bénéficient bien entendu de cette présomption de haut niveau. Présomption de quoi? De haut niveau de moralité. Et cette présomption des intérêts, même si nous savons effectivement que c'est aussi des êtres humains qui sont influençables, qui voudraient aussi éventuellement manger quelquefois, mais néanmoins ils bénéficient de cette présomption de moralité. Mais le peuple congolais, des évêques congolais, le peuple congolais les attend justement. Est-ce qu'ils vont être à ce même niveau, c'est-à-dire on leur donne cette présomption de moralité, mais est-ce que dans leurs décisions ils vont apparaître si neutre que cela? Il y a quelques éléments quand même qui laissent le peuple dubitatif. Bon, nous savons par exemple que quand les évêques sont partis à Rome, ils sont partis à Rome en laissant pratiquement la maison en feu. On ne part pas 2 jours avant la fin du délai constitutionnel et expliquer effectivement que bon, ils avaient d'autres obligations par ailleurs. De la même façon, ils reviennent, ils disent voilà, nous vous donnons 2 jours. Écoutez, par rapport au problème, vous donnez 2 jours tout simplement parce que vous avez des obligations dans vos paroisses. Bon, ça laisse quand même penser. Mais quand ils sont revenus de Rome, ils nous ont dit nous savions que le gouvernement allait être nommé. Bon. Là, la question que le peuple se pose... Effectivement, quelques minutes avant la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, un gouvernement a été rendu public et l'épiscopat congolais, en tout cas ses représentants, séjournaient à Rome. Monsieur Binomari, les relations entre l'épiscopat congolais et le pouvoir n'ont pas toujours été simples. On se souvient encore que Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, disait aux évêques, si vous voulez faire la politique, allez créer un parti politique. Les temps ont changé? Oui. Le temps doit changer quand même, parce qu'on n'a pas le même langage depuis tout ce temps-là. Ce que la CENCO vient de faire, c'est d'abord à la demande du président de la République. C'est le président de la République qui a demandé à ce que la CENCO continue les négociations. Parce que ces négociations-là, ça sera donc la signature qui va arriver là. Ça sera un complément du dialogue qui a été déjà fait, pour que le pays soit calme. Parce que nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas que les gens descendent dans la rue. Bon, ce que vient de dire M. Reti, il dit que, disons, la CENCO, si ça ne va pas, il va demander aux gens de descendre dans la rue. Moi, je ne vois pas comment la CENCO peut échouer, même s'il échoue. Vous êtes optimiste quant à l'issue du dialogue sous la médiation de la CENCO? Oui, même s'il échoue, il ne va pas demander aux gens de descendre dans la rue. Ça ne se fera pas. Pourquoi demander? Et ils sont là pour une médiation politique et en même temps pour le pays. Mais il faut avoir le sens de l'histoire, la marche des chrétiens. Oui. C'est quoi? La marche des chrétiens, c'était à l'époque de Mobutu. Je ne crois pas que nous allons arriver à ce stade-là de la marche des chrétiens. Je ne crois pas. Alors, M. Maïso, le député Lumbala disait dans la première partie de notre émission qu'il est bien imaginable que les évêques congolais prennent une part de responsabilité, en tout cas jouent un rôle politique à l'avenir, y compris la gestion de la CENI. C'est quelque chose qu'on peut envisager? Ils ont une légitimité pour le faire dans ce sens que, comme je vous le disais au début, l'État congolais a failli et c'est l'Église catholique qui a pratiquement remplacé l'État en matière de formation, d'éducation, de santé, même des télécommunications dans de petits villages. La phonie, hein, c'est les catholiques qui les tiennent. Et dans certains villages, si les gens ont un petit moulin, c'est parce qu'il y a une procure de l'Église catholique. L'Église catholique est devenue pratiquement un État dans un État. Et ce n'est pas à l'Église de remplacer un État, nous sommes dans un État laïque.
Alors, ils ont une certaine légitimité pour prendre leurs responsabilités. Mais lorsqu'ils sont deux fois tièdes, ça nous interroge. Vous voyez, par exemple, à l'époque de l'abbé Malou Malou. L'abbé Malou Malou a organisé des élections qui ont favorisé Joseph Kabila parce que, de l'avis de tout le monde, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et c'était à l'évêque titulaire, les responsables de Malou Malou de les sanctionner. C'est Monseigneur Melchisedek Soukouli. Il ne l'a jamais fait. Et à l'époque, la Senco avait un point de vue avec Monseigneur Jomo que les gens ne comprenaient pas bien. Alors maintenant, ils ont dit qu'ils vont faire une médiation. Ils font cette médiation justement à la demande de Joseph Kabila. Mais derrière, il y a la communauté dite internationale, je sais qu'en droit international, c'est un terme qui n'existe pas, qui pousse. Qui accompagne tous les efforts. Oui, qui accompagne tous les efforts. De Or, médiation. la question fondamentale dans tout débat sur la République démocratique du Congo, si on fait une analyse de la classe politique, de ce qui se passe sur la scène politique, c'est analyser une révolution dans un verre d'eau. Le problème du Congo, on doit aussi l'analyser à l'orée de l'échiquier international. Ce problème a été créé par certains pays occidentaux. Les Congos ne vivent pas... Mais la guerre, le problème... L'absence d'élection présidentielle. Le Congo vit une agression pilotée par les États-Unis, par le Rwanda interposé, l'Ouganda, l'Angola, l'Afrique du Sud et consorts. Tant qu'on ne parle pas de ces problèmes fondamentaux, pourquoi doit-on parler d'élections dans un pays qui est occupé? Ce pays est occupé. Lisez la résolution 33-14. Lisez la résolution 33-14 du 29e Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Le Congo est un pays occupé. Et celui qui est au pouvoir est venu comme un mercenaire. Je ne peux pas laisser... Monsieur Binomari, mon compatriote, moi je vous demande très clairement, y a-t-il des éléments rwandais au Congo? Mais vous savez, tout pays est infiltré. Hein. Ce n'est pas tout simplement le Congo. D'accord, vous parlez d'infiltration. Voilà, tout pays est infiltré. Mais votre pays, la RDC, gagne toute sa souveraineté. L'intégrité territoriale congolaise est aujourd'hui préservée. Bon, vous savez, il y a des poches de résistance. Par exemple, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est du pays, il y a toujours disons les Rwandais et les Burundais, des Ougandais qui s'infiltrent chez nous pour venir tuer les gens. Mais c'est marginal, selon vous? Ça, vraiment, c'est... Ah oui, ça doit être marginal. C'est marginal. Oui. Ce n'est pas... Alors est-ce que le mot n'est pas fort, Maître Reti? Occupation. Monsieur Maïzo parle d'occupation en parlant justement du Rwanda, du voisin rwandais. Oui, moi je pense effectivement que d'ailleurs il faut le relire dans tous les documents des Nations Unies et même dans des documents judiciaires. Vous savez que la Cour de justice international, qui est le tribunal des Nations Unies, a déjà condamné l'Ouganda pour agression du Congo, mais il n'a pas été démontré que les Congolais qui ont été formés par l'Ouganda et qui travaillent pour l'Ouganda avec l'Ouganda ont cessé de faire leur travail pour autant. Bon, la Cour de justice internationale a même dit, a regretté que le Rwanda, qui était justement aussi mis en cause, puisse éventuellement ne pas être jugé tout simplement parce que le Rwanda ne reconnaissait pas la compétence de la Cour de justice internationale. Et un des juges a dit, écoutez, c'est regrettable qu'un État voyou puisse éventuellement se mettre à faire des actes de délinquance internationale et par la suite échapper à la justice internationale tout simplement parce qu'il ne reconnaît pas la qualité, la compétence de la Cour de justice internationale. C'est des documents... de là parler d'occupation, parce que quand on parle d'occupation, ça veut dire que l'administration du pays est sous le contrôle. Mais oui, encore une fois, sous le contrôle des pays tiers. Encore une fois, il faut avoir le sens de l'histoire. D'accord. Expliquez-nous, maître. On nous explique que celui qui est en place actuellement au Congo, c'est le fils de Kabila. OK? Oui, l'ancien président le PPRD, etc., tout ça, c'est la classe politique de Kabila. Mais Laurent Désiré Kabila, lui-même, quelques jours avant sa mort, le père de l'actuel président, il a dit et il a déclaré Orbis et Orbi que le pays était infiltré jusqu'au plus haut niveau de l'État. Il l'a dit. Donc, on ne nous a pas dit aujourd'hui, on nous a pas dit aujourd'hui que cette infiltration est terminée parce que il a même cité le nom d'un des ministres qui a dû fuir parce qu'on rapatriait l'armée rwandaise. Mais malheureusement, nous constatons que la meilleure personne pour défendre la mémoire de ce monsieur, c'est celui qui se dit être son fils. Alors, bon, on a envie de savoir quel est aujourd'hui le degré d'infiltration
Dans quelle proportion le Rwanda voisin influence-t-il aujourd'hui la vie politique et visiblement la vie économique de votre pays, la RDC? Dans ce cas, il suffit tout simplement de revoir encore les documents. Les Nations Unies vous diront: nous n'accepterons pas la balkanisation du Congo. Vous comprenez? C'est les Nations Unies qui le disent dans la plupart des documents. Même les accords que tout le monde cite, parce que tout le monde focalise sur les élections, il y a 1380 mots dans un accord et on vient seulement prendre un paragraphe de ce mot qui vise les élections. Mais les accords des Nations Unies, ou du moins les résolutions, pardon, des Nations Unies, vous disent clairement: le Congo ne devra pas être balkanisé, sa souveraineté ne doit pas être mise à mal. Voilà. Bon, tous ces documents le disent, mais personne, finalement, ne s'en préoccupe. Alors, M. Maïzo, vous êtes analyste politique, nous sommes à nouveau en face de paradoxe. Excusez-moi, il y a quand même aussi une raison aujourd'hui de s'en préoccuper, parce que le gouvernement Badibanga, qui vient d'être créé... On en parlera dans la troisième partie de notre émission. Oui, mais ce gouvernement comporte deux volets, ou deux ministères qui sont très dangereux, qui sont des ministères, effectivement, qui... Quel ministère vous ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Et puis le ministère des Affaires étrangères, maintenant, est accouplé à une autre mission qui est l'intégration régionale. Maître Eti, ça existe dans d'autres pays africains. Ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Sauf que quand vous êtes agressé, vous n'avez pas la même attitude. Vous avez la première responsable de vous défendre. On est d'accord. Pourquoi un ministère de décentralisation serait dangereux? Pardon? Pourquoi un ministère de la décentralisation? La question, c'est de savoir à qui on donne ces ministères. D'accord. OK. Et vous, pour finir très rapidement, vous êtes analyste politique. Nous sommes à nouveau en face de paradoxe. Vous dites votre pays est occupé et vous réclamez une élection. Mais justement, nous, les analystes politiques, aujourd'hui, puisque vous dites on est occupé, on est sous occupation, un pays sous occupation... On ne réclame pas des élections. Donc ça se justifie finalement. Ah non, non. Nous, les vrais analystes politiques, nous ne réclamons pas les élections. Nous réclamons d'abord la fin de l'agression, la fin de l'occupation, que l'on punisse, que l'on attrape. On donne un ministère à un ancien étudiant rwandais. Il est venu à l'université de Lubumbashi. C'est lui qui les déclare. C'est quel ministère, s'il vous plaît? De la décentralisation. De la décentralisation. À Azarias Rouberois. Ouais. C'est lui qui l'a inscrit à l'université de Lubumbashi. C'est un Rwandais. A déclaré haut et fort qu'il l'a inscrit comme Rwandais. Comment est-ce qu'il est devenu vice-président du Congo et actuellement ministre? Les ministres des hydrocarbures, Emengo Imukena, il a dit quoi? Ils ont donné l'identité katangaise à Joseph Kabila. Il est ministre au gouvernement. Est-ce qu'il y a de preuves dans tout cela? Mais c'est lui qui l'a dit. Est-ce que l'infiltration ou l'occupation, comme vous le dites, prendra fin avec le nouveau gouvernement qui vient d'être publié? On en parle dans la troisième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.